l'idée de ce soir, c'était de parler couleur et émotion avec Samia, avec ton regard d'artiste, et moi-même, donc Marion Lamarque, avec mon regard de designer. Alors, je suis aussi artiste, mais ce sera l'angle du design que je prendrai plus ce soir. Et pour démarrer, je voudrais savoir si tu es d'accord sur un postulat que j'ai, parce que comme je suis à la fois designer et artiste, je dirais que quand je suis en travail d'artiste, je réponds à mes propres besoins émotionnels, alors que quand je fais un travail de designer, c'est-à-dire je fais un travail pour des clients, je vais répondre à leurs besoins émotionnels. Toi, en tant qu'artiste, tu réponds à tes besoins. Bienvenue. Merci. Alors en fait, moi du coup, j'ai pas d'intention particulière vis-à-vis d'un public ou d'autres personnes. Parce qu'en fait, je suis face à ma toile et en fait, je n'ai pas d'a priori. Est-ce que je peins avec une inspiration, une émotion particulière? Pour certains tableaux, c'est vrai. C'est un peu évident. Bon, vous avez tous vu le tableau en bas, la colère. Donc ça correspond quand même à une période où j'avais besoin aussi de faire ressortir quelque chose. Mais sur les autres tableaux, il n'y a pas forcément une émotion particulière. Ça peut être juste un ensemble de sentiments mêlés. Et du coup, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, il y a une certaine forme de liberté parce qu'on n'a pas la contrainte de plaire ou de répondre aux besoins d'une autre personne. On n'a pas cet objectif de se dire que je vais faire quelque chose qui va plaire ou qui va répondre à quelque chose. On peut, si on souhaite se dire je vais faire tel type de tableau parce que je pense que c'est le genre de tableau qui peut répondre à une certaine demande d'esthétique ambiante. On peut se dire ça, mais je pense que le vrai plaisir de l'artiste, c'est vraiment d'être beaucoup plus en raccord avec son propre univers. Après, c'est toujours surprenant de voir que certaines personnes aiment tel ou tel tableau, parce que quelquefois, il y a des tableaux que je finis et qui me surprennent. Et qui en fait trouvent un autre public. Donc c'est le hasard qui fait que... Et tu voudrais dire que par exemple, voilà, moi ce que je ressens quand je suis face à ce tableau, c'est quelque chose de plutôt joyeux, plutôt frais en même temps. Enfin, je ressens une certaine fraîcheur. Est-ce que toi tu ressens la même chose, ou est-ce que toi c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as ressenti quand tu le faisais, ou c'est ce que tu sens que ça communique? Alors moi, en fait, je pars du choix de certaines couleurs. Je prends des couleurs qui me plaisent à un moment donné. Et à cette période, j'avais envie de mettre du rose. C'est pas forcément ma couleur préférée, mais quand je vais faire mes achats de couleurs, en fait, je me promène dans les magasins d'art et des fois j'ai des flashs sur certaines couleurs, et c'est là où ensuite je travaille la toile en fonction des couleurs qui vont le plus s'inspirer à ce moment-là, mais il n'y a pas forcément une intention en se disant je suis dans un moment de douceur où je veux réaliser quelque chose qui soit en lien avec ce sentiment de joie ou de douceur. Je pense que c'est complètement inconscient, mais... Tu veux dire que tu es parfois surprise de l'émotion obtenue? En fait, non, mais des fois, il y a des tableaux qui me surprennent, mais des fois, il y a des tableaux qui correspondent, qui me correspondent plus, quoi. C'est assez difficile d'expliquer, de se dire que on commence une toile, quelquefois c'est assez construit, et quelquefois, en fait, c'est comme si les couleurs nous échappaient. Je ne sais pas si c'est parlant pour tout le monde, de voir qu'en fait, des fois, en fait, je prends 3 couleurs. Je me dis, voilà, classiquement, on se dit, il ne faut pas démarrer avec trop de couleurs.
Mais quelquefois, je ne suis pas contente du résultat. Du coup, je vais piocher d'autres couleurs. Et ainsi de suite. Et du coup, des fois, je pars dans l'idée de faire quelque chose d'assez clair. Et au final, j'arrive à quelque chose d'assez sombre. Ou inversement, ça peut arriver. Du coup, c'est pour ça que l'idée de faire quelque chose qui reflète une émotion particulière ou de créer quelque chose qui serait en lien avec une émotion particulière, ce ne serait pas possible pour moi parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas du tout volontaire. Voilà. Moi, ce que j'ai pu remarquer ça fait très très longtemps que je fais faire le même exercice dans les formations couleurs où je fais mes étudiants, c'est je donne un mot et ils doivent faire, chaque étudiant ou chaque stagiaire de formation doit faire deviner le mot aux autres juste avec des couleurs. Voilà. Et en fait, ça marche très simple. Tout le monde y arrive. Mais ce que je remarque, c'est que ça fait 20 ans que j'ai quasiment les mêmes harmonies couleurs pour les mêmes mots. Donc si on prend tout ce qui va être archétypal, les paysages, si je vous dis, vous devez faire deviner le mot plage, vous allez utiliser une couleur sable, et puis vous allez mettre un bleu turquoise, et puis un bleu ciel, et les gens vont se projeter, ils vont trouver le mot vacances, mer, plage. Mais finalement, vous allez évoquer la plage de Bora Bora, pas forcément les Sables d'Olonne ou Dunkerque. Donc on se projette sur quelque chose qui est commun à toute l'humanité. Pareil si on a la forêt à faire deviner. Quand on est sur les émotions, globalement, il y a aussi des choses qui ressortent. Et donc, typiquement, des arcs-en-ciel avec des couleurs acidulées ou des couleurs depuis les pastels, on va dire, jusqu'au vif. Dès qu'on est un travail en arc-en-ciel assez rythmé, il y a quelque chose de pétillant, de joyeux, de gai, mais aussi lié à l'enfance, donc quelque chose de régressif. Alors que quand on est sur des tons beaucoup plus sombres, et là je pense à l'opposé derrière Laurent, juste au-dessus du vert, il y a une dominante de sombre avec des touches lumineuses. Ça, c'est typiquement le genre d'harmonie qu'on va trouver dans les domaines du luxe, où vous allez avoir le côté dramatique des tons sombres, proche de la nuit, en fait, quand la lumière disparaît, qu'on voit plus que dans la pénombre, mais réveillé par des touches très lumineuses qui, en fait, par exemple, si on est ça peut être dans la technologie, on va utiliser ça pour attirer le regard sur la technicité, mais ça peut être aussi... comme je le disais avant, dans le luxe où on va révéler une finition, ou alors en fait on est sur un velours et juste dans le reflet on a la couleur comme ça qui devient beaucoup plus brillante. Est-ce que vous ressentez tous on va dire des émotions différentes en fonction de si les teintes sont plutôt vives, si les teintes sont plutôt sombres? On a aussi ça en français, quand tu as des expressions, tu diras vert de rage, rouge de colère. Là c'est déjà par teinte. Et effectivement, oui, mais... ça va être plus culturel. Là, je parlais par famille de couleurs entre des pastels, C'est vrai que ça rappelle les craies qu'on avait dans notre enfance. Ouais, donc c'est aussi une évocation. Donc la mémoire, en fait, elle est vectrice d'émotions. Donc il y a ça. Est-ce que quelqu'un... Ou ici, on est très désaturé, parce qu'il y a un mélange en fait optique, un mélange entre les teintes, et plus on va s'éloigner, plus il va y avoir un mélange optique entre les touches plus vives. Je pense que si c'était mat, si mon travail était mat, on y aurait lu peut-être de la nostalgie, on y aurait lu peut-être le temps qui passe. Mais comme c'est brillant, ça contrecarre cet effet-là d'une idée de passé, de nostalgie. Et moi j'aime bien les couleurs vives, les deux premiers tableaux notamment là-bas, avec un peu de vert, c'est du fluo, le mélange, c'est assez subtil et il en ressort quand même une belle harmonie, quoi. C'est ça, c'est dynamique. Voilà, c'est dynamique, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit aussi bien dans la peinture que dans le design, c'est plus on va utiliser des couleurs qui sont proches dans l'espace des couleurs. Alors peut-être que je pourrais récupérer un... Il y a une des sphères qui traîne dans le coin.
Il y a les cartes. La boule, la boule. Ah oui, c'est ça. Pardon, la C'est ça, sphère, oui. pas la boule. Oui, la boule des couleurs, la sphère des Oui, c'est couleurs. ça. Elle avait très expliqué tout à l'heure. En fait, c'est assez merveilleux de penser la couleur pas sous la forme d'un arc-en-ciel, mais sous la forme d'un espace. Donc, juste pour mettre tout le monde avec le même langage, faut imaginer que c'est la Terre. Au pôle Nord, vous avez le blanc. Au pôle Sud, vous avez le noir. Et puis à l'équateur, là où il fait le plus doux, hein, le meilleur temps, bah, finalement, on a les couleurs les plus vives, les couleurs les plus lumineuses. Et au centre, on va aller du blanc au noir, puisque c'est le centre de la Terre. Donc ça veut dire que finalement, si on pense juste l'arc-en-ciel, on voit que les couleurs à la surface. Mais il faut penser qu'il y a aussi toutes les couleurs qui vont vers l'intérieur de la Terre. Donc plus on va rentrer dans la Terre, plus les couleurs vont être désaturées. Mais c'est vrai avec des couleurs claires, c'est vrai avec des couleurs foncées. Et donc, ce qu'on voit ici, dans le travail de Salia, c'est plutôt des couleurs qui sont situées ici. Et ce que je trouve extraordinaire dans la couleur, et ça c'est universel, j'ai eu l'occasion de le tester avec des équipes en Asie, en Inde, c'est ce qu'on appelle une famille de couleurs, c'est un cercle chromatique. Eh bien, un cercle chromatique correspond à un type d'émotion, un type de sensation, et ça c'est universel. C'est-à-dire que partout dans le monde, ces couleurs-là, acidulées, pastel, entre les deux, c'est des couleurs qui sont sucrées. Les couleurs qui ont du blanc dedans, c'est des couleurs qui ont du lait dedans. Donc on va les associer à quelque chose de doux, de rond, de féminin, de maternel. Quand les couleurs qui sont presque blanches, on va les associer à quelque chose d'aérien. Les couleurs dans les nuages, on va dire. Et puis évidemment, plus on va assombrir, plus ça va être l'opposé. On va avoir un aspect plus masculin, plus lourd, plus stable. C'est aussi, du coup, ces couleurs-là, on va être sur ce qu'on appelle les profonds, sur des couleurs plus statutaires. C'est là qu'on va trouver les bleus navy, les bordeaux, toutes ces couleurs qu'on attribue aussi au masculin. Et donc, dans le design, moi j'ai aussi appris à utiliser ce type de couleurs, enfin, telle ou telle famille de couleurs, pour évoquer, provoquer telle émotion, rappeler tel code. Mais je les applique peut-être moins dans ma pratique artistique parce que je ne me pose plus aucune question. Je laisse libre cours au moment présent. Maintenant, est-ce que Madame abordait la notion de teinte? Tu peux dire Anne-Marie. Anne-Marie, voilà, je ne sais pas ton prénom. Donc Anne-Marie a abordé la question des teintes. Ça, c'est pas forcément universel. Alors, il y a une partie qui est universelle. Et on va prendre le rouge de colère. Ouais. Il faut très bien distinguer le rouge en matière et le rouge en lumière. Donc là, on n'a pas une LED rouge, mais finalement, quand on est exposé à une lumière rouge, elle active la mélatonine. Ça nous endort. En revanche, quand on regarde le rouge en matière, ça augmente notre pression sanguine et donc on a plus d'oxygène au sang. Donc en fait, ça a tendance à nous exciter, nous réveiller. Donc, toujours, à chaque fois quand on va parler d'effets des couleurs, il faut savoir si c'est de la couleur en matière ou de la couleur en lumière, parce que les impacts ne sont pas les mêmes. Le bleu, c'est contre-intuitif. Le bleu va nous endormir, nous calmer, nous apaiser s'il est en matière, parce qu'il va évoquer l'eau, la mer, etc. En revanche, le bleu en lumière bloque la mélatonine, donc empêche l'endormissement. Donc c'est la lumière bleue des téléphones. Exactement. Donc finalement, si on veut bien dormir, il faudrait une chambre à dominante bleue, mais avec une lumière rouge pour la table de nuit. Voilà, finalement. Est-ce que tu utilises, toi, quand tu recherches les couleurs chez les fabricants, tu penses la couleur comme ça? Comment tu le... J'aimerais avoir ta représentation mentale. Alors, moi, j'ai suivi des cours de chromatologie. Subi. Tu as dit. Tu as dit subi ou suivi. Ah, suivi. Suivi. J'ai cru entendre subi. Ah bon? Non, j'ai suivi. Suivi. Donc, j'ai suivi des cours de chromatologie pendant des années. Et donc j'ai appris en fait le principe des couleurs primaires, des mélanges de couleurs, des nuanciers, des complémentaires. Et en fait, j'ai aussi appris à créer mes propres mélanges en fait. Et ça, c'est ce qu'on apprend toujours en stage. C'est d'abord préparer sa palette et ensuite commencer à composer. Et en fait, là, quand je travaille, moi, du coup, je me suis
j'ai fait abstraction en fait de la palette. Je ne travaille que sur la toile, je ne prépare pas les couleurs à l'avance. Parce que je laisse le hasard faire choisir les mélanges. Et surtout, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est choisir des couleurs, c'est en fonction du temps, je dirais. Il y a des couleurs qui me parlent à un moment donné et qui ne me parlent plus à un autre moment. Par exemple, le bleu, je sais que le bleu parle beaucoup à plusieurs personnes, en fait. C'est une couleur qui ne me parle pas vraiment, en fait. Qui ne résonne pas vraiment. Quel bleu? Parce que les bleus, c'est un quart de nuance. Les bleus et les bleus rouges. Les bleus saturés. Et en fait, c'est pas une couleur que spontanée je vais aller travailler. Mais des fois, en fait, c'est assez particulier. C'est comme des envies, on va dire ça. Il y a le bleu qui surgit et je dis, ben voilà, je vais travailler sur une couleur qui ne fait pas partie de ma palette de couleurs habituelle. Donc, et en fait, comme j'aime presque toutes les couleurs, entre guillemets, je dirais. T'hésites, hein? Moi, on me pose la question, je les aime toutes, ça dépend juste avec quoi. Sur quoi? Ouais, je sais que j'aime pas le gris. Ça, c'est une couleur que j'aime pas. Le noir, j'aime pas beaucoup, en fait. Et pendant longtemps, en fait, je n'utilisais pas du tout le noir. Puis ensuite... Encore une fois, c'est intéressant. Je n'aime pas beaucoup le noir. Donc, c'est dans ton utilisation, dans ta palette, puisque finalement, regarde, tu as une bague sur base de noir, un bracelet, etc. Donc ça c'est une notion dans le design qu'on utilise beaucoup. Il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on achète. Voilà. Donc il y a la couleur, c'est la couleur bleue, c'est toujours la couleur préférée en Occident. Mais c'est parce qu'on ne vous montre pas d'échantillons, on ne vous dit pas si c'est une voiture, si c'est un stylo, si c'est un pantalon. Donc vos choix. Il y a des tonnes de bleu. Oui, c'est ça. Il y a des tonnes de bleu. Donc c'est pour ça que c'est toujours la couleur préférée, parce que certains vont penser au bleu turquoise, certains vont penser au bleu marine. Mais oui, donc pardon, je t'ai coupé, mais... Non, mais c'est les paradoxes mais en fait, j'ai des tubes de noir. Mais bon, ils sont quasiment intacts parce que je ne les ouvre pas vraiment. Mais par contre, il y a un tableau là-bas qui est tout noir, tout sombre, avec quand même une lumière, qui a une autre couleur qui tranche et qui casse un peu cet effet de noirceur, entre guillemets. Petit à petit, je me suis dit que c'était bien d'avoir des touches en fait, de couleurs plus sombres. Le noir, c'est ce qu'il y a de plus saturé, qui exprime le plus l'obscurité. Mais en fait, comme j'ai tendance à mélanger, à laisser la couleur glisser sur la toile, si je prends trop de noir ou des couleurs trop foncées, trop saturées, rapidement en fait le tableau devient très sombre. Tu perds tout le reste de la lumière. Voilà. Donc, il faut vraiment travailler par touche. Du coup, j'ai une autre technique qui me permet d'avoir du noir sans avoir d'effet trop marqué, c'est le spray. Mais le spray, c'est dangereux parce que, en fait, ça part dans tous les sens. Et il faut faire des essais à côté. Mais même en faisant des essais, on ne contrôle pas. Donc, il faut accepter qu'à un moment donné, ce qu'on fait n'est pas contrôlable. Ça me rappelle mon métier. Il faut accepter parfois qu'en industrie, tout n'est pas faisable, tout n'est pas parfaitement contrôlable, maîtrisable, ou alors si, mais à des coûts importants, ou alors si, mais à un coût écologique important. Donc on doit faire des arbitrages. Mais ça me rassure qu'on en fasse aussi dans sa pratique artistique. Ben oui, en fait. Et bon, il y a des essais-erreurs, il y a des choses qu'on teste, puis qu'on voit. Puis après, il y a des choses qui... il y a des accidents en fait qu'on trouve assez jolis en fait, et du coup on se dit tiens mais en fait je pourrais faire ça, parce que ça arrive que en fait on prépare tout, on essaie d'avoir ce qu'on pourrait appeler un plan de travail assez propre entre guillemets, et en fait des fois en fait on marche sur un tube, on fait des choses et des sprays qui partent un peu de partout, et du coup on a des effets assez différents. Bon. Et des fois, l'effet peut être intéressant à conserver. J'ai une question qui se lève là.
Tu emploies beaucoup le terme saturé. Mm. C'est quoi saturé? C'est sombre? C'est plus sombre, c'est Plus sombre, voilà. C'est-à-dire que il y a plus de couleurs en fait. Il y a plus de faut dire. couleurs. En fait, le terme technique, Voilà, on va reprendre un peu. Là, si on dit c'est un espace, l'espace des couleurs, ça veut dire qu'il y a 3 dimensions. Et en fait, on peut utiliser 3 mots pour décrire une couleur. Le premier, ça va toujours être sa teinte. Est-ce qu'on est sur un rouge, un jaune, un vert, un bleu, etc. Donc c'est la teinte. Le deuxième, ça va être de dire est-ce que la couleur elle est claire ou est-ce qu'elle est foncée. D'accord. Et le troisième, c'est est-ce que la couleur elle est vive, donc saturée, à la surface de la Terre, ou au contraire, est-ce qu'elle est vers le centre de la Terre et donc très désaturée. Ok. Et donc c'est 3 paramètres, la teinte, bleu, jaune, rouge, vert, la clarté et la saturation. Et plus on va mélanger les couleurs, plus elles vont se désaturer. Plus on aime bien dire qu'elles sont fades aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes à travailler. Et pour revenir sur le sujet des émotions, et ça je vais prendre Johannes Itten, qui était un designer artiste du Bauhaus, vous connaissez peut-être, c'était l'école de design en Allemagne. Il a beaucoup exploité la couleur, cherché à comprendre comment elle marchait, avec Joseph Albers aussi sur les rapports entre 2 couleurs. Qu'est-ce qui se passe finalement quand une couleur est juxtaposée avec une autre. Et il a été élaboré donc, la théorie des 7 contrastes. Et en fait, chaque contraste en fait, va provoquer des émotions différentes. Mais on peut faire le même contraste avec des couleurs différentes. Alors, celui que vous devez connaître, que tu as évoqué tout à l'heure, le premier, c'est le contraste complémentaire. C'est le fait d'utiliser une couleur avec son opposé. Donc on tire tout droit, par exemple le bleu avec du orange, le jaune avec du violet, le rouge avec du vert. Ça, en fait, c'est 2 couleurs qui sont tellement éloignées. En fait, notre œil, il a besoin de distinguer le monde. C'est pour ça qu'on voit les couleurs, le noir et blanc, c'est pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Et donc, on a tendance à rendre les 2 couleurs plus vives. Notre œil nous oblige à dire non, c'est le rouge qui est le plus vif, non, c'est le vert, non, c'est le rouge, non, c'est le vert. Résultat, ça active, c'est très activant chez nous, c'est très impactant. Et c'est les couleurs, c'est ce que vous allez trouver dans les logos, la plupart du temps, dans les drapeaux, des couleurs très franches comme ça et très opposées. Deuxième contraste aussi qui est très très puissant dans le même genre, c'est la même chose mais avec 3 couleurs. Donc évidemment, plus les couleurs vont être vives, plus ce contraste va être impactant. Et c'est ce que vous allez retrouver dans les jouets, par exemple. Donc, tout de suite, on a des contrastes très joyeux. Donc 3 couleurs, évidemment, si vous en mettez 4 ou 5, on va avoir d'autant plus cet effet-là. Un peu plus raffiné, mais qui va provoquer quand même quelque chose de dynamique, mais un peu plus raffiné, un peu plus féminin, plus doux, c'est le contraste chaud-froid. Au lieu d'aller chercher des couleurs très opposées, on va chercher des couleurs proches. Par exemple, un pourpre avec un violet, ou un bleu chaud avec un vert turquoise, un jaune avec un orange, le fameux rose avec un rouge. Donc ça, c'est des choses dans nos cultures, on y est moins habitué. C'est typique les contrastes indiens, les contrastes exotiques, mais c'est des contrastes qu'on va trouver quand même dans la cosmétique aussi. Et ça, tu l'as travaillé notamment en fait, sur ce tableau-là qui mélange du mauve, du bleu, du turquoise jusqu'au vert et au vert jaune. Où en fait c'est une succession de légers contrastes chaud-froid. Donc on a comme ça une progression chromatique qui vient se faire. C'est toujours très doux et en même temps relativement joyeux. Ce que les Français aiment beaucoup, c'est le contraste le plus simple, c'est le clair-obscur qui lui va plutôt exprimer le modelé. On va voir, c'est comme si on passait du blanc au noir, donc en fait on va lire tout un volume, ou alors quand on a une très claire avec une très foncée, on va lire quelque chose de graphique, de structuré, d'assez brutal. Donc dans l'espace par exemple, ça peut être un peu raide, ça peut faire un peu mal, alors que dès qu'on est sur une progression plus douce, en fait on va se sentir plus apaisé, comme enveloppé dans un espace, donc c'est ce que ça va provoquer. Et le dernier contraste, c'est le contraste donc, de qualité, quand on a une couleur saturée sur une couleur désaturée. Et ça, c'est ce qu'on voit énormément dans ta peinture, puisqu'en fait, on a à chaque fois les couleurs vives sur la version mélangée
comme on avait ici, mais comme on a un peu partout, en fait, quand tu fais glisser la couleur, les couleurs se mélangent, elles vont vers le centre de la sphère, mais ça n'empêche pas toutes les vives de rester là. Et ce contraste, c'est un contraste qui est beaucoup utilisé, encore une fois, dans les cosmétiques aussi, dans des choses très féminines, très douces, et qui emmènent la couleur, mais sans trop de choc. Puis après, il y a encore d'autres contrastes. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on reboive un coup? Oui. La peinture, tu la passes à quoi? Au départ, tu sais que tu la passes avec des brosses, avec les doigts, avec une palette, je sais pas. À la carte. Avec une carte. Carte. Tu changes de carte pour chaque couleur ou tu... J'en ai plusieurs cartes. Non, j'ai plusieurs cartes parce que des fois, je ne veux pas mélanger les couleurs pour certaines couleurs. En fait, soit je mets la couleur directement sur la toile et ensuite je la tire et je fais des mouvements en fait, verticaux et horizontaux qui permettent en fait, de balayer la couleur sur la toile, de l'étaler. Mais parfois, ce que je fais, c'est que je prends trois palettes, entre guillemets, et je mets des verts ensemble, des rouges ensemble, des bleus, enfin, je fais une sélection par valeur. Et ensuite, j'ai du coup trois cartes différentes, ce qui me permet de conserver en fait, la pureté de la couleur dans certaines zones, et dans d'autres zones, les couleurs se mélangent. Elle se mélange avec un passage. Carte bancaire. Voilà. Toutes les anciennes cartes bancaires, elle les récupère. Ah oui. Et Alors, les cartes de quel type téléphone, carte si vous en reste. L'idéal, c'est la carte bancaire, dans le format et surtout dans la rigidité. Alors des fois, comme je les utilise et après, il faut bien les nettoyer, tout ça, c'est important. Mais des fois, j'ai besoin de les renouveler. J'ai essayé avec des cartes de fidélité de certains magasins et ça ne marche pas parce qu'elles ne sont pas assez rigides. Voilà. Donc si vous avez des cartes bancaires... des anciennes cartes bancaires. Je les prends. La toile, tu la travailles verticale ou à plat? Alors, ces tableaux, c'est en général au chevalet, donc c'est vertical. Ouais. Mais des fois, je finis à l'horizontale. Des fois, je décroche la toile et je la pose par terre. Du coup, j'ai un autre regard et je peux faire des finitions. Par contre, les toiles qui sont en bas, qui sont des plus grands formats, je les travaille à plat. Je ne les travaille pas au chevalet. Et à un moment, tu te dis c'est fini. Alors, tu voilà. reviens, ou tu te dis j'arrête, j'en ai, je sais pas. En général, en fait, des fois j'arrive à... mais ça m'arrive, je me dis, allez, oui, c'est beau, et puis je dis, ah non, quand même, et donc je recommence, et puis ça, en fait, ça casse toute l'harmonie, et donc j'ai obligé de repartir comme si je refaisais un autre cycle, en fait. Et quelquefois, sur un tableau, il y a 2, 3, 4 cycles de peinture différentes. Et sinon, pour savoir si c'est fini, c'est une sensation en fait physique. C'est quelque chose que voilà, je vois et je me dis, je sens que c'est fini. Et quand tu peins, quand tu commences, tu repenses à ce que des gens t'ont dit en plus positif ou négatif, ou ça, tu penses? Non, j'écoute pas parce que... Enfin, j'écoute pas, c'est pas que j'écoute pas, c'est que la différence entre ce que disait Marion, entre l'artiste et le designer, c'est que le designer, lui, il doit répondre à une commande, il doit répondre à d'autres besoins, donc il travaille pour l'autre. Là, quand je peins, je ne me questionne pas de savoir si ça va plaire ou pas, ou si ça va répondre à telle personne, tel profil de personne. Non, je fais, et après, le hasard veut qu'il y a des tableaux qui plaisent, et ça me surprend aussi. Moi, il y en a que j'aime beaucoup. Et par contre, c'est pas forcément ceux que les gens choisissent. Je ne pensais pas le faire de suivre ce qu'on t'a dit, mais des fois tu peux être énervé, il y a le truc qui te tourne dans la tête, alors pas forcément le suivre, mais
faire aller à l'encontre, tu vois, si tu as eu une critique, si tu as eu un truc qui te reste dans la tête, qui te... Des fois, c'est difficile de lui échapper. Je dis pas... Peut-être inconsciemment. Oui, est-ce que si on dit quelque chose et que je me dis, ah ben non, non, en fait, non. Non, je n'écoute pas. Tu as bien raison. Je n'écoute pas les remarques, je pense qu'elles appartiennent aux personnes et elles correspondent à leur goût, à leur ressenti, voilà, à leurs émotions. En fait, moi je sais que j'aime plein de couleurs. Je sais que c'est des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs habituelles. Mais moi, ça me gêne pas, en fait. Vraiment, quand je peins, c'est comme si j'étais dans une bulle. Et du coup, voilà, j'ai pas du tout de... Donc elle ne peindra pas tes idées. Oublie. Oublie, tu feras tout seul. C'est un peu comme un acteur, finalement. Il peut être critiqué, quand il sera sur scène, il ne va pas penser aux critiques qu'il a pu suivre. Il vaut mieux pas. Bah, non, il ne va pas. C'est pas possible. En fait, quand tu es en création ou en interprétation, tu es en communion avec toi-même et avec ce qui se passe autour de toi. Tu es dans ta bulle. En fait, l'expression tu es dans ta bulle, c'est dans toutes les formes d'expression artistique. Peut-être que dans le design, moi je dois souvent en fait, j'ai pu le rappeler à mes collaborateurs, mais surtout rappeler aux étudiants, en fait ce n'est pas toi qui est jugé, c'est ton travail, et ça c'est la première chose, parce que quand on démarre, quand on est jeune, qu'on a 18 ans, on se lance dans des... Bon, voilà, on ne sait pas forcément bien prendre les choses et c'est normal. Les clients sont parfois très durs aussi dans leur façon de dire les choses, et donc moi toutes mes formations elles sont aussi là pour apprendre aux designers à amener les choses pour que de toute façon la décision derrière du client elle soit compte tenu du message, des fonctionnalités, de à qui je m'adresse, de l'émotion passée, c'est évident qu'il faut prendre cette proposition là, mais qui est pas finalement la notion de goût personnel qui rentre en jeu, et ça c'est extrêmement dur. Dans l'art, on sait que son ressenti en fait, voilà, moi mon expérience c'est que quand je vais voir une expo, souvent je reste bloquée sur 2-3 tableaux, et je peux vous dire que c'est les 3 dont je me souviendrai, mais c'est les 2-3 qui m'auront marqué, et peu importe si les autres ne m'ont pas attiré, ils m'attireront peut-être une fois d'après, où je serai dans un autre état d'esprit. En fait, l'histoire des émotions, je pense que ce qui est important, c'est les émotions de celui qui visite la galerie. Et aussi celui qui crée, c'est il y a deux. deux choses, Oui, c'est que l'artiste, évidemment, il est bourré d'émotions, sinon il ne serait pas artiste. Et il s'exprime, ça peut être sur la toile, ça peut être par écrit, ça peut être de 1000 manières différentes. Et ensuite, le lecteur, l'auditeur, le spectateur, le visiteur, il ressent aussi des émotions parce qu'il est renvoyé à lui-même dans cette solitude qu'on a quand on est face à une œuvre. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément renvoyé qu'à lui-même, il est aussi dans une rencontre avec l'artiste qui expose. Et je trouve intéressant ce soir que vous donnez des explications de techniques, qui nous précisent des choses, et par ailleurs que vous nous expliquez en fait comment vous faites. Voilà, le ressenti, mais peut-être des techniques derrière, et que quand on va regarder votre tableau, on va ressentir des choses, mais on va aussi penser à ce que vous avez pu nous dire et rentrer autrement dans l'œuvre. Je trouve qu'il y a une rencontre, il se passe quelque chose quand même, pas que de l'émotion en fait. Il y a une rencontre aussi peut-être, il y a des choses que je n'ai pas vues, mais si on m'en parle, je les retrouverai et ça me facilitera l'accès à l'œuvre. Après, ça ne sera pas forcément l'œuvre dont je me souviendrai, parce que peut-être c'est pas celle qui aura produit plus d'émotions chez moi, mais j'aurais compris un peu plus de choses aussi. Enfin, je pense aussi qu'il y a peut-être des choses qui se passent inconsciemment, parce qu'on vous dit des choses et puis voilà, vous ne retenez pas, mais peut-être que quand même il y a des choses qui sont rentrées et que quelque part, à un moment, elles s'expriment. Voilà. Ce que j'avais envie de dire, et je voulais dire aussi, moi je suis membre de l'association, là, puisque je suis présidente de l'association. Je trouve très intéressant ce moment. Déjà vos 2 interventions qui sont différentes, et je trouve toujours très intéressant quand un artiste nous explique comment il peint, qu'est-ce qui se passe, et ça nous aide à
à partager avec vous. Je trouve ça bien, tout à fait. Et justement, moi, je voulais piéger un peu le caméraman. Parce que le caméraman aussi est artiste. J'avais plein de choses à dire, mais je suis trop près du micro. Alors, écoute, on va faire un échange. Ah, mais on regarde comme ça. Ce n'est que ça. C'est ça. Tiens, voilà, viens t'asseoir. Qu'est-ce que je raconte? La différence, c'est que Laurent, on voit moins ton travail dans les galeries, ça arrive, mais en fait, Oui, c'est plus rare. c'est plus rare, mais en fait, on voit ton travail dans la rue. Donc, justement, Sur les murs. sur les murs. Donc, en fait, C'est artiste. Oui. C'est ça. alors, peut-être tu peux, sur les réseaux, on te retrouve sous le nom de Milouz. M-I-L-O-U-Z. TSF. TSF. Voilà, qui fait partie d'un collectif. Et toi, est-ce que c'est des questions que tu te poses aussi au niveau, donc là on est sur des petits formats par rapport aux tailles d'œuvres que tu travailles? Alors ce qu'on fait sur des façades en termes de rendu, c'est souvent très figuratif, donc les couleurs s'imposent presque d'elles-mêmes. On se pose les couleurs plus pour le travail de la lumière, pour une question d'ambiance, mais on ne va pas chercher aussi loin. Et pour revenir, je fais une petite parenthèse sur les émotions. Il est vrai qu'il y a l'émotion de l'artiste qu'il essaie de transmettre, ou pas d'ailleurs, des fois inconsciemment. Il y a l'émotion du spectateur qui va regarder l'œuvre et qui va peut-être comprendre des choses différemment, mais l'important c'est juste que l'émotion soit suggérée. Mais souvent, même quand on crée d'une manière inconsciente, ou même moi ça m'est arrivé de faire des petits dessins comme ça, assez humoristiques ou pas d'ailleurs, les balancer sur les réseaux, et j'avais un retour assez rapide des gens qui lisent les émotions que je vivais à ce moment-là. Et même des fois, des gens m'ont fait des commentaires et m'ont fait comprendre les émotions que je vivais à ce moment-là, alors que je n'en avais pas conscience moi-même. Et je me disais, mais c'est vrai, punaise, quand j'ai fait ça, ça voulait dire ça, et c'est quelqu'un d'autre qui me l'a renvoyé. Et je pense que dans la couleur, c'est pareil, quand tu travailles, je pense, ta couleur, des fois, tu ne dois pas te poser la question. Juste, tu vis le moment, et tu es dans ta bulle, comme tu dis, tu vis le moment, et après, c'est l'œil du spectateur qui va recevoir ou pas l'émotion que toi, tu as mis dedans, mais complètement inconsciemment. Et je pense que souvent, dans l'art, c'est comme ça que ça se passe, alors que, évidemment, dans le design, on réfléchit un peu plus aux choses. On réfléchit aussi quand on est un artiste. On réfléchit beaucoup, mais pas tout le temps. Ben merci à tous. Voilà, hop, d'avoir participé à ce petit. Est-ce qu'on peut dire aussi, oui en fait. Ah bah alors attendez, si vous avez Ça des vient. questions à poser, allez-y. Hein. Non, c'est pas tellement une question que en fait, en t'écoutant, j'ai comme l'impression que quand tu peins, c'est aussi un dialogue avec toi-même. Tu fais ressortir des émotions, mais en même temps, tu as aussi un message qui t'est propre. Alors je pense que, en fait, quand on peint, il y a des choses qui peuvent passer et qu'on peut capter ou pas. Après, il y a toute la part de l'inconscient qui s'exprime, mais ça, c'est pas du tout contrôlable. Et c'est peut-être vrai que moi, ce que je vois des fois dans certains tableaux, c'est a posteriori. Des fois, je laisse le tableau, je ne le revois pas pendant plusieurs semaines, et après, je le reprends, je le regarde et je vois d'autres choses. Je dis, ah, mais je vois quelque chose, du coup, je sais à quoi ça se réfère. Bon, parce que, évidemment, les personnes qui n'ont pas, qui ne connaissent pas, en fait, ma propre histoire ne peuvent pas comprendre, mais moi, je sais à quoi ça se réfère. C'est comme si, en fait, il y avait une part de conscient qui s'exprime, mais il y a aussi toute la part inconsciente aussi. Mais pas forcément de manière très flagrante. Des fois, c'est subtil, en fait. Des fois, on pourrait dire que c'est invisible, et des fois, la part inconsciente est tellement occultée qu'en fait, on n'a pas cet effet qui fait qu'en fait, l'œuvre a plusieurs Message. Voilà. On pourrait dire ça. Et en fait, il y a plusieurs lectures. Il y a une première lecture qui peut être très liée à la couleur, ensuite une lecture qui peut être liée à la part graphique de l'œuvre, ensuite il y a la lecture du choix des couleurs, puis il y a la lecture du message plus ou moins conscient. Par exemple, là vous avez la forêt enchantée. Clairement, ça fait référence à la nature.
et à l'aspect onirique de la nature. Mais il y a un autre message, puisque dans ce tableau, il y a une ouverture. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il y a un désir de passer à autre chose. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de lectures différentes. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un artiste de dire, ben, écoutez, voilà, à ce moment-là, je pensais à ça, et puis il y a eu ça, et puis dans le contexte, et puis... Et à ce moment-là, j'écoutais en même temps une émission qui parlait de ça, parce que c'est ce qui se passe. Des fois, je peins et j'écoute une émission en même temps. Mais donc, et des fois, j'entends un mot, et puis ça peut provoquer quelque chose. Voilà. Et même parfois, quand on souhaite passer un message, c'est là que c'est vraiment compliqué, parce que si on veut se forcer à aller dans une direction, des fois on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas dans ce moment-là. Non, c'est parfois plus spontané. Après, c'est quelque chose qui se travaille, parce que moi, parfois, on me passe des commandes, et il faut que je réponde à une commande, et pour répondre à la commande, il faut que je sois dans cette émotion. Mais c'est parfois compliqué, et l'inconscient, il joue énormément. Et justement, ça m'interrogeait, parce que nous, par exemple, on organise un festival au printemps, et on a comme passé une commande, puisque le thème, c'est nourrir la ville. Et on s'aperçoit en fait que c'est pas si évident que ça, que des artistes nous proposent quelque chose, ou nous proposent de créer quelque chose à ce sujet-là. Donc, il se trouve qu'il y a un artiste là qui est intéressé, mais c'est pas si évident, et c'est pas évident, même sur ce thème-là, de trouver si facilement des choses, en trouvant des choses différentes. Et en vous écoutant, je me disais, mais comment ça se passe quand on passe une commande, et ça veut dire que l'artiste, ça le contraint d'une certaine façon à... Alors, en fait... Ça vous est arrivé d'avoir des commandes sur... Par exemple, on m'a demandé de faire une affiche, j'ai fait. Mais, en fait, c'est comme un autre travail. Je veux dire que c'est plus de la création artistique pure. Là, on rentre un peu dans le domaine de la création graphique, du design. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est essayer de trouver des liens entre des œuvres qui ont été créées et le message que souhaite porter une organisation et une commande, et de voir s'il y a quelque chose qui peut apparaître. Qui peut être en lien. On peut faire ça. Après, il y a des artistes qui peuvent travailler sur commande. Il y en a qui le font. Mais souvent, moi je connais pas mal d'artistes qui font des travaux sur commande, des toiles, des choses comme ça, mais il y a vraiment deux secteurs qui peuvent être différenciés. Il y a le travail sur commande d'un artiste qui a déjà un travail artistique très marqué, comme par exemple toi. Toi, si on te commande une toile, on pourrait te dire, moi je voudrais une 4 mètres par 4, plutôt dans telle émotion, et après, libre cours à tes idées, à ton envie, parce qu'on reste sur ton domaine artistique, c'est ta proposition. Et il y a des artistes à qui on va demander des commandes plus spécifiques, à qui on va pouvoir demander un travail plus illustratif, comme un illustrateur qui va dessiner pour un club de foot, un gamin qui joue au foot par exemple. Donc là on est dans une commande plus spécifique avec un cahier des charges. Après dans les deux facettes, des fois ça peut être à la fois une épine dans le pied, et parfois aussi, ça peut être le fait d'avoir un cahier des charges, ça peut réveiller la créativité aussi. Moi, j'aime bien avoir des commandes et avoir des cahiers des charges parfois. Parfois, ça m'ennuie. Et là, je vais rebondir en disant qu'une des raisons pour lesquelles je suis allée dans le design, c'est que justement, moi, j'ai besoin de contraintes. C'est-à-dire, plus j'ai de contraintes, plus je vais être créative, en fait. La contrainte, ça peut rendre très créatif. Des fois, être trop libre, toi, tu y arrives très bien. Parce que je vois, c'est bien, mais des fois, il y a certaines personnes, quand ils sont trop libres, ils arrivent pas à sortir quelque chose. Il y a comme le syndrome de la page blanche, de se dire je vais vers quoi, alors qu'il suffit que quelqu'un demande quelque chose, dit moi j'aimerais quelque chose sur le thème de l'amour, et pouf, tout de suite ça ouvre de la créativité. Mais après, c'est vraiment je pense que ça dépend des gens, des artistes et des commandes. C'était très intéressant. Et félicitations. Félicitations, parce que c'est intéressant. Bravo. Merci à vous.